Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au live meeting de Lita.co. Et ce soir, avec nous, on a l'honneur d'accueillir les deux cofondateurs de Théorie, Tom et Julia, qui sont sur la petite caméra que je vais vous agrandir. Hop, le temps d'un instant. Du coup, cet événement est organisé dans le cadre de la levée de fonds citoyenne qui est encore en phase de pré-collecte sur l'ITA et qui accueille déjà une belle communauté de personnes intéressées, donc 233. Merci à toutes celles et ceux parmi vous ce soir qui ont déjà enregistré une intention d'investissement et on a récolté à date du coup 180 000 euros d'intention. Donc on se rapproche petit à petit du premier objectif qui est de 300 000 euros et on a hâte du coup de pouvoir échanger avec vous. Merci de vous être tous connectés en temps et en heure. Peut-être que je vous explique rapidement avant de vous donner le micro, Tom et Julia, comment fonctionne l'outil. Du coup, vous avez un chat sur lequel n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il y a Lounès qui m'accompagne ce soir et qui est déjà en train d'animer le chat. N'hésitez pas à nous préciser d'où vous connectez pour animer un petit peu la session. Et vous avez un onglet questions à gauche du chat où vous pouvez, pendant la présentation et plus tard, enregistrer toutes vos questions. On y reviendra dans un deuxième temps. Donc là, je vous propose de donner le micro à Tom et Julia pour qu'ils vous présentent Théorie, une quinzaine de minutes. Et ensuite, on pourra échanger tous ensemble et répondre à toutes vos questions. Je vous dis à tout à l'heure et Tom et Julia, je vous laisse la scène virtuelle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, du coup, bonjour à tous. Donc Julia et Tom. Donc nous, on va vous parler du concept Théorie, donc qui est né à 5 ans, qui s'appelait d'abord Burger Theory et qui est né d'un constat que l'offre de restauration végétale était assez insatisfaisante en France de nombreux points de vue. Bien que le succès du régime végétal était croissant auprès de la population française, entre autres parce que l'impact de l'alimentation carnée, de l'industrie de la viande en général a beaucoup d'impact sur l'environnement notamment. Du coup, ces impacts-là font que les Français, au fil du temps, se rapprochent de plus en plus du régime végétal. Surtout, on s'est aperçu que les jeunes, donc les 16-25 ans, étaient très intéressés par ce régime végétalien et végétarien, et que du coup, ils allaient représenter une cible très intéressante pour le potentiel de croissance de la marque. Et enfin, on s'est aperçu que le maillage du territoire français de la restauration végétale était très faible. En clair, aujourd'hui, il y a moins de 400 restaurants véganes pour 200 000 établissements en France, ce qui représente moins de 0,2%. Et la plupart se concentrent à Paris. Donc, il y a de belles opportunités pour la croissance de la marque. Donc de ce constat est né le concept de Burger Theory d'abord et de Théorie ensuite, puisqu'on a élargi l'offre de produits au fil du temps. Mais le but de base, et qui a toujours été le nôtre, c'est de démocratiser l'alimentation végétale grâce à une cuisine gourmande, accessible et engagée. Et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire d'abord avec les burgers, puis les bowls. Ensuite, et le but c'était de base, le concept qui s'est instauré, c'est good food, good mood. Donc une bonne alimentation, bonne pour le corps, bonne pour la planète et bonne pour les animaux, pour en fait un good mood. Et ce concept en fait s'est traduit au fur et à mesure du temps par un élargissement de la carte. Donc je le disais, d'abord au burger, puis au bowl, et aujourd'hui, donc ça c'est pas la carte définitive, mais aux acai bowl, puisque on essaye
toujours d'élargir notre offre pour surprendre le client, l'inviter à rentrer et puis à revenir pour en faire sa cantine. Et puis toujours avec le souci d'avoir un service rapide et efficace. Donc, durant ces 5 ans, on a pu développer pas mal d'outils pour toujours performer plus. Donc, on a une bible opérationnelle qui est assez conséquente et qui a été testée et approuvée. Donc, on a notamment des fiches techniques pour l'ensemble de nos recettes, soit nos recettes temporaires que nos recettes à la carte. Donc, c'est moi Tom qui faisons toutes les recettes, et on a toujours fait en sorte que nos recettes soient réalisables sans expérience de cuisine. C'est-à-dire que on peut employer aujourd'hui n'importe qui et le former très facilement sur nos recettes quand il y a besoin de... on a des cuisiniers, bien entendu, parce qu'ils travaillent plus vite qu'une personne qui n'a aucune expérience en cuisine, mais une personne qui n'a aucune expérience en cuisine pourra nous dépanner pendant un rush pour aller faire certaines de nos prépas si on tombe en rupture. Et ça, c'est un vrai atout, parce que du coup... on peut avoir une équipe pluridisciplinaire. Ensuite, durant ces 5 ans, on a développé de nombreux liens et partenariats privilégiés, que ce soit avec notamment les plateformes de livraison comme Uber, Deliveroo ou encore Eatik. Et donc, avec ces différents partenaires, on a développé on a des commerciaux dédiés, ils nous financent des campagnes, ils nous mettent en avant, ils font en sorte en fait qu'on soit toujours bien vu et bien présenté sur les plateformes. Et ça, en fait, c'est grâce à nos performances opérationnelles. En fait, c'est eux qui sont carrément venus nous démarcher il y a 4 ans. Et parce qu'en fait, on a des statistiques en livraison qui sont aussi bonnes que des grands du fast-food. Donc, sur notre taille d'établissement, ils étaient assez impressionnés. Et enfin, on a noué des partenariats forts avec des marques engagées, comme par exemple Eura ou Violife. Et ça nous permet d'avoir des tarifs avantageux, des financements d'opérations, des financements de campagnes de promotion. Donc, par exemple, on a déjà fait plusieurs distributions de burgers gratuits, ce qui attire énormément de clientèle, parce qu'on le fait en partenariat avec ces marques. Donc, il y a 1 an à peu près, on a fait une refonte de notre stratégie marketing. En fait, du coup, comme Tom vous expliquait, on s'appelait Burger Theory, on a élargi notre carte, on s'appelait Theory. Et en fait, on s'est fait accompagner par une agence spécialisée afin d'aller vraiment étendre notre clientèle et notre cible, d'aller toucher le plus de gens. Parce qu'à la base, on avait une population qui était très, très végane, et aujourd'hui, on vise vraiment... les flexitariens, qui représentent une masse de population beaucoup plus importante. Et donc, le but, ça a été de créer une marque, en fait, une love brand, avec du contenu engageant, pour aller attirer toute cette population qui va aimer notre offre. Et ça a bien marché, puisqu'on a fait un sondage récemment sur nos 2 restaurants, et notamment sur notre dernier restaurant, celui de Levallois, on a 80% de notre clientèle qui est flexitarienne. Donc, il y a tous les chiffres qui sont au vert aujourd'hui pour passer sur la restauration végane, puisque que ce soit donc le marché vegan qui est en croissance, c'est plus 27% par an, donc c'est énorme. Il y a le marché en parallèle du fast-food, parce qu'on se situe dans ce secteur-là, qui est lui-même en croissance par rapport au reste de la restauration rapide. Donc, tous les feux sont verts, et en plus, depuis le Covid, il y a vraiment de plus en plus de gens qui veulent réduire leur consommation de viande, et nous, c'est le premier critère que nos clients nous disent quand ils viennent manger chez nous. Les autres feux verts, c'est qu'il y a plein d'autres marques qui s'y mettent. C'est-à-dire, quand on voit des géants comme Burger King qui aujourd'hui viennent proposer une offre végétarienne, c'est bien qu'il y a une clientèle qui est derrière, puisque c'est pas juste des offres temporaires. On le voit encore cette semaine, Burger King a encore lancé un nouveau burger végétarien en France, là où en fait ils étaient vraiment très frileux en France depuis plusieurs années. Là, ils s'y mettent vraiment. Et les levées sur tout ce qui est alternative végétale, que ce soit dans les restaurants ou les simili-carnés, explosent. Il y a un vrai marché qui est en train de se créer, et plus on en parle, plus les gens ont envie de tester. On a de plus en plus de curieux qui viennent parce que en fait, ils ont testé telle marque, ils ont testé tel resto, et du coup, c'est vraiment
un très bon signal pour nous. En plus, donc, un constat qu'on a fait, c'est que pour l'instant, l'offre en France de chaînes concurrentes, elle est extrêmement limitée. En fait, on ne peut pas vraiment dire qu'aujourd'hui, il y a un leader sur le marché de la restauration végétale en France. Il y a donc le concurrent historique, c'est Ank, qui est le premier restaurant, le premier fast-food vegan, qui aujourd'hui n'a que la salle n'est pas totalement correcte. Elle n'a plus que 3 adresses à Paris et à Lyon. Et pour l'instant, ils ne s'étendent pas ailleurs. Il y a Naked Burger, qui a aussi une belle communauté, qui en a 2. Foura, qui en a 3, et c'est de la Dark Kitchen. Et Végédal, pareil, qui n'a que des restaurants Dark Kitchen. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on a de la concurrence pour l'instant sur ce secteur, et c'est là où il y a une vraie place à prendre. Donc, nous, notre positionnement par rapport à notamment les marques que je viens de vous dire, mais aussi d'autres gros du secteur, c'est vraiment d'aller proposer une offre qualitative, bien sûr vegan, donc 100%. Bon, aujourd'hui, on parle plus nous de 100% végétal, donc avec un engagement fort, mais d'aller chercher dans le lifestyle pour que les gens ils aient envie en fait de rentrer quand ils voient nos lieux, que ça leur donne envie, qu'on soit loin des clichés qui sont aujourd'hui rattachés aux marques végétales. Et du coup, d'offrir une diversité de produits, que ce soit les burgers, parce que c'est toujours une chose qui fait craquer notamment les plus sceptiques. C'est beaucoup plus facile pour eux de venir tester une offre de burger que de venir tester par exemple une offre de bowl, mais aussi des bowls pour faire revenir des gens plus souvent. Parce que nous, on l'a bien remarqué sur notre deuxième restaurant, on peut réussir à devenir une cantine et à faire revenir plusieurs fois par semaine des clients, parce qu'on propose aussi une offre healthy, parce qu'on ne mange pas, malheureusement, des burgers tous les jours. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Julia, effectivement, il n'y a pas de gros leader aujourd'hui en France sur le marché du végétal, en tout cas de la restauration végétale. Et le but, nous, avec cette levée, c'est de le devenir. Aujourd'hui, on a 2 adresses et on cible un déploiement à la fois en propre et en franchise. Donc le déploiement en propre, donc on démarrait par un déploiement en propre pour confirmer les performances de nos restaurants et entamer un déploiement en franchise plus simple et plus rapide par la suite. D'abord donc dans des grandes villes qui sont un peu plus accessibles comme Lyon, Marseille, encore sans doute un emplacement à Paris, dans Paris Centre et à Lille, mais également on cible des villes qui sont proches de la France, mais qui sont dans des pays limitrophes, comme la Belgique avec Bruxelles ou l'Espagne avec Barcelone. Et donc, je le disais, ouvrir également plusieurs restaurants en franchise dans d'autres villes d'importance, comme Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Nice, Annecy, Nantes, mais également des villes limitrophes, en tout cas de pays limitrophes. Je disais tout à l'heure l'Espagne et la Belgique, mais il y aurait probablement aussi la Suisse. Donc pourquoi ces villes parce que déjà ce sont des villes majeures et comme je le disais, la majorité des restaurants véganes sont sur Paris et il y a de la place pour nous ailleurs. Ainsi, on voit que la proportion de restaurants véganes vis-à-vis de la population des villes que l'on cible, comme Lyon, Lille, Marseille, Nantes et les autres que j'ai déjà cités, en fait laisse de la place pour notre concept et on a toute légitimité pour prétendre à s'installer avec succès dans ces villes-là. Donc aujourd'hui, l'équipe en place, il y a Tom et moi. Tom s'occupe de tout ce qui va être partie finance et RH. Moi, je vais plutôt m'occuper de tout ce qui va être création de recettes, relations fournisseurs, marketing, communication,
partenariat. On a un directeur de point de vente qui est David, que vous voyez en photo. On a avec nous une alternante marketing donc, qui n'est plus Romane, elle vient de changer parce que c'est la nouvelle année. Et on se fait accompagner par Green Story, qui est donc une agence de communication spécialisée dans les marques à impact, qui accompagne par exemple Soja Sun ou Baby Bio. Ouais, Green Story nous accompagne depuis début 2023. L'organigramme cible, donc à terme après la levée, donc toujours Tom et moi, bien sûr, à la tête des opérations, mais avec un directeur des opérations pour notamment superviser tous les restaurants en propre, un business développeur pour aller notamment chercher de nouveaux locaux. Pour la partie marketing, donc toujours une alternante et notre partenaire en communication. Et de l'autre côté, un alternant en achat et audit et un chargé d'admin pour aider Tom. Et ensuite, sur chaque restaurant, bien entendu, des équipiers, un manager et un chef. En termes d'organisation, comment ça se passait aujourd'hui? On a 2 sociétés qui sont distinctes, donc la société de Paris, le restaurant de Paris et le restaurant de Levallois. Le restaurant de Paris va être transformé en holding, donc la holding va intégrer Filles du Calvaire, et on aura du coup le restaurant de Levallois qu'on va venir rattacher à la holding, et à chaque fois, les nouveaux restaurants seront rattachés à la holding, et cette holding sera du coup dirigé par Tom et moi et du coup les futurs investisseurs. Voilà, le schéma juridique a un petit peu changé là sur ce que vous voyez parce qu'il y a eu des réflexions, mais voilà, en fait, Théorie Group, ça reste le restaurant de Paris, Burger Théorie Group, et Théorie Levallois intègre Théorie Group. En ce qui concerne les projections financières, bon, déjà, il faut savoir que depuis 5 ans, nous, le restaurant de Paris est rentable, a été rentable dès la première année. Le restaurant de Levallois, alors n'a pas été rentable la première année parce que, en fait, il a été d'abord monté comme une dark kitchen et puis ensuite transféré au restaurant de Levallois. Il y a eu un temps d'inactivité, mais en gros, on est resté actif pas tout à fait 8 mois dans l'année, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de rendre les opérations rentables. Mais par contre, il a été rentable la deuxième année. Donc 2022, on a été rentable. Et là, le but, c'est de toujours améliorer la marge brute et puis la marge, le résultat d'exploitation. D'ailleurs, on le voit, bon, il va y avoir beaucoup d'investissements sur les 2 premières années après la levée de fonds. Ce qui fait qu'en consolidé, on ne sera pas forcément rentable tout de suite, mais c'est à ça aussi que va servir la levée de fonds, c'est de pouvoir supporter cette non-rentabilité pour pouvoir ensuite dégager suffisamment de bénéfices avec l'ensemble des restaurants qui se seront montés au fur et à mesure et atteindre un résultat opérationnel qui sera assez vite intéressant. Le schéma de levée en fait présente un creux de trésorerie à 700 000 euros avec comprenant l'ensemble de nos objectifs et des investissements qu'on a à faire. C'est pour ça qu'on cherche à lever aujourd'hui 800 000 euros, dont 500 K en capital. Et ces investissements, ces financements serviront à couvrir notamment les investissements à faire du côté de la création de restaurants, et en particulier des restaurants en propre, mais aussi une partie sur tout le montage juridique de la franchise et les protections juridiques et opérationnelles qu'il faudra, nous, qu'on mette en place, mais également à supporter les frais de recrutement des équipes opérationnelles des restaurants, et donc, comme je disais, notamment en propre. Voilà. Merci à tous. Et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Bravo à tous les deux. Alors, je vais donner les questions dans l'ordre. Comme ça, si jamais certains doivent se connecter, ils pourront le faire en ayant leur réponse à leurs questions. Peut-être juste avant de démarrer les questions, si vous acceptez,
Je vais vous redonner les 4 raisons qui ont fait que l'ITA a décidé d'accompagner Théorie sur sa levée de fonds. Donc très rapidement, les 4 points pertinents à l'analyse du dossier ont été premièrement l'historique commercial très solide, avec des restaurants affichant plus d'1 an et demi de traction commerciale et totalisant plus de 737 000 € de chiffre d'affaires en 2022 et rentable. Le deuxième point, c'est un concept pertinent, donc à la fois en termes de goût, de saveur, d'ambiance, de positionnement, tout est dans leur arc pour toucher une clientèle élargie, donc pas seulement les végétaliens, mais capables aussi de se différencier sur le marché de la restauration rapide et responsable globale. Le troisième point, c'est un très bon suivi et contrôle de l'activité. Donc, il y a un contrôle de gestion qui est mensualisé, qui est déjà mis en place. Et évidemment, le sujet qui nous impacte le plus, c'est la substitution donc, de produits carnés pour des produits végétaux, qui est aujourd'hui la manière la plus efficace de réduire l'empreinte environnementale de l'alimentation. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré pour les questions. Je vois qu'il y en a déjà un petit paquet, donc on va démarrer. Donc on avait une première question d'Arthur qui vous remercie pour ce live et qui vous demande quels seront les principaux axes stratégiques pour assurer la réussite du projet. Ok, désolé, hein, on se mettait sur une question pour... voilà. Alors du coup, déjà, il y a alors, c'est pas vraiment un axe stratégique, mais c'est le fait de recruter plus, parce qu'aujourd'hui, on n'est que 2 à la tête des opérations et, enfin, on va dire, pour penser les différentes choses qu'il y a à faire en termes de marketing, communication, finance, RH, etc. Donc ça va être un gros atout pour nous de pouvoir développer l'équipe, parce qu'aujourd'hui, on est limité par tout simplement un manque de temps. Il y a des choses qu'on voudrait mettre en place et on n'a tout simplement pas le temps. Après, on a différents axes stratégiques qui sont... Enfin, sur lesquels on a beaucoup travaillé, notamment on a développé, enfin, on vient de mettre en place une offre traiteur pour pouvoir étendre toujours plus notre base de chiffre d'affaires et notre clientèle pour un peu moins dépendre aussi du B2C. On a aussi donc tout ce qui va être donc marketing, sur lequel on travaille énormément avec l'agence Green Story, puisque enfin, même si aujourd'hui il est difficile de voir l'impact du marketing, de la communication sur les résultats, on sait que c'est un sine qua non. Aujourd'hui, la majorité de nos clients sont sur Instagram, sont sur Facebook, sont sur les différents réseaux sociaux, et du coup on travaille beaucoup là-dessus pour pouvoir être au mieux référencé et être imprimé dans tous les esprits. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec beaucoup d'autres marques engagées comme nous pour toujours étendre notre visibilité. Et après, sur les axes stratégiques, ça va être... c'est des leçons, on va dire, qu'on a tirées depuis 5 ans sur notamment les emplacements, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être une marque connue pour pouvoir se développer. Hein. On gravite beaucoup dans des réseaux d'entrepreneurs de la food, et il y a des gros réseaux en France qui ne sont pas forcément aussi connus qu'un Big Fernand, par exemple. Et là, en fait, tout l'intérêt vient se baser sur l'opérationnel et le choix stratégique des emplacements. Donc, on a cette chance en tant que restaurant vegan d'être à la fois un restaurant de destination, c'est-à-dire que les gens vont se déplacer pour venir manger chez nous du fait de notre offre, et en même temps de pouvoir convaincre les gens qui passent juste devant notre restaurant. Donc, on vise des restaurants, ce qu'on appelle d'emplacement type 1 bis, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des restaurants de type 1 qui coûtent extrêmement cher en termes de location, et parce que forcément ils ont beaucoup de passages, et on peut se permettre du coup d'aller sur du 1 bis, ce qui est un peu l'emplacement de notre restaurant de Paris, par exemple. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, pas assez répondu, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez en savoir un peu plus. Attends, on va peut-être dérouler les questions, et puis s'il y en a d'autres, s'il y a un rebond sur la question, on y reviendra. Mais du coup, la question suivante... Je pense que c'est Lita qui pose la question. Allez-y, si vous voulez poser les questions, aucun problème. Vas-y, démarrez. Donc, pour les options alternatives aux steaks végétaux ultra transformés afin de proposer une offre plus saine.
Tu réponds? Ouais, je peux commencer, mais du coup, nous, historiquement, on fait nos prépas maison. Donc, à la base, on n'avait aucune préparation de type hyper transformé pour reprendre enfin, préparation industrielle de type hyper transformé pour reprendre l'expression. On les a intégrés parce que c'est vrai qu'il y a une vraie demande, mais on compte pas du tout nous défaire de nos préparations maison, d'abord parce qu'elles font notre spécificité, et puis ensuite parce que elles nous permettent justement d'atteindre la marge brute qu'on cible. Euh, euh, pour aller un petit peu plus loin, je disais tout à l'heure qu'on avait sorti une nouvelle carte. Alors, on vient de sortir un nouveau burger là. Donc, déjà de base, on proposait 5 burgers. Il y en avait 3 qui étaient sur base de préparation maison et 2 sur base de steak industriel. Et là, on vient de sortir un 6e burger, pardon, qui offre encore une autre alternative, qui est une alternative qui nous a été demandée, qui rencontre un succès, qui est sur base d'un portobello. Donc un champignon portobello, et qui est tout à fait du coup naturel par opposition à l'expression, et qui reste une préparation maison. Donc non, on n'a pas du tout vocation à supprimer nos préparations maison, et elles sont d'ailleurs déjà prépondérantes par rapport au steak transformé. Les steaks, donc les simili carnés, c'est 30% de notre offre. Après, pareil, on n'a pas vocation à les retirer parce qu'aujourd'hui, ça reste un franc succès. On a une vraie demande pour ces alternatives. C'est aussi pour ça qu'on les avait rajoutées. Mais du coup, on a déjà des alternatives à ces steaks-là. Et on est toujours en train de travailler sur de nouveaux steaks. Enfin, moi, je garde en tête un steak de légumineuse que j'aimerais bien sortir. Mais ça fait partie des choses. J'ai pas forcément le temps aujourd'hui de les travailler énormément. Donc, parce qu'on a toujours ce défi de devoir faire des choses qui sont accessibles à nos équipiers pour pouvoir les faire par eux-mêmes. Ouais. Pour être un tout petit peu plus précis par rapport à la carte, je dirais que en gros, pour un produit industriel, on a 2 produits faits maison. Et ça, dans l'ensemble de nos rubriques, que ce soit les burgers, les bowls, les extras, les acai bowls, c'est que des fruits, et donc la question se pose même pas. Mais ouais. La restauration a un vrai problème de main-d'œuvre. Quelles sont les actions que vous comptez entreprendre au niveau RH pour surmonter ces enjeux? Alors, je te sens. Ouais, vas-y. Du coup, moi, je mesure le taux de turnover depuis le début d'année sur nos restaurants. C'est vrai qu'ils ont été assez forts depuis le Covid. Avant, on n'avait pas de problème de main-d'œuvre. Mais en gros, je dirais depuis 2021, c'est vrai qu'on a rencontré quelques soucis de rotation du personnel. Je dirais que en fait, nous, notre réflexion, elle porte sur énormément d'éléments en ressources humaines qui vont compter pour que les équipes restent. Et on a l'impression que ça marche, ce qu'on met en place. Déjà, d'abord, c'est créer une vraie cohésion entre les membres de chaque équipe. Aujourd'hui, on le voit. On a fait un sondage là dans nos équipes. Il semble que l'ensemble de nos équipiers et en fait de nos équipes, même plus largement, se sentent bien chez nous et restent. Je dirais que ce qui va favoriser ça, c'est un bon management. Et aujourd'hui, on a un très très bon directeur sur le restaurant de Paris. Et une de nos actions, du coup, pour la suite, ce sera vraiment d'accorder de l'importance à l'ensemble des recrutements, mais en particulier au recrutement des managers et des directeurs de points de vente, parce que c'est eux qui vont donner le tempo, c'est eux qui sauront gérer vraiment le côté humain de chaque point de vente. Et voilà, il faudra que ce soit en accord avec nos valeurs. Et je vais rajouter un petit truc, c'est que donc, là où je rejoins Tom, c'est donc il y a une grosse importance
au recrutement des directeurs managers des points de vente, puisqu'ils sont responsables, on va dire, de la cohésion d'équipe et eux-mêmes des recrutements, parce que c'est eux qui vont recruter leurs propres équipiers, parce qu'on considère que c'est leur équipe et que c'est difficile d'imposer quelqu'un au directeur ou au manager, puisque après, c'est à lui de le former, de faire en sorte que ça se passe bien. Et des choses qu'il a mis en place, notamment notre nouveau directeur, et qui font que les équipes sont contentes, c'est des plannings longtemps à l'avance pour qu'ils puissent s'organiser, un minimum de coupures. C'est des choses assez basiques, hein, on va dire, mais au final qui fonctionnent bien. Et surtout, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On travaillait énormément avec des extras pour éviter que quand on a un absent ou qu'on est dans l'attente d'un recrutement, nos équipes en souffrent parce qu'ils se retrouvent surchargés soit leur planning change au dernier moment et ça pour eux c'est vraiment très difficile, soit ils se retrouvent sous l'eau parce qu'en fait ils sont en sous-effectif. Et ça, c'est une nouveauté qu'on a mis en place cette année et on a une grosse base d'extra qu'on va continuer à étoffer au fur et à mesure de l'année et c'est vraiment un plus. Vous annoncez vouloir ouvrir des restaurants supplémentaires, notamment en franchise. Comment garantir la qualité du service mis en avant, ainsi que des standards de qualité dans vos restaurants? Je peux. Oui, bien sûr. Pour tout ce qui est standard, donc déjà, nous, il faut savoir qu'on note déjà nos restaurants. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'opérationnel et donc pour avoir une vue, on a mis en place toute des grilles en fait d'évaluation à destination du manager, du directeur de restaurant, donc sur notamment la nourriture, la propreté, l'opérationnel, avec des interrogations sur les équipes, voir s'ils sont bien formés, des contrôles de propreté aléatoires, des contrôles sur la qualité d'envoi. Faut savoir qu'on se commande nous-mêmes nos plats sans le dire aux équipes pour voir ce qu'on reçoit, parce que c'est la meilleure façon, en fait, quand ils ne savent pas qui cuisine pour nous, de savoir ce qui est vraiment envoyé. Donc ça, c'est quelque chose qui sera bien sûr gardé et étendu. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir se faire livrer de Lyon, mais comme on aura un responsable opérationnel, ça peut être, quand il se déplace, se faire livrer sans le dire aux équipes, par exemple. Et du coup, les franchisés seront inspectés très régulièrement et seront formés aussi au sein des restaurants de Paris. Donc c'est très très important et surtout on va attacher une grande importance au recrutement du franchisé, c'est-à-dire que on veut on veut rester une famille. Aujourd'hui, on considère nos équipes un peu comme notre famille, c'est-à-dire qu'on aime arriver dans les restos, que ça se passe bien, qu'ils s'entendent bien, on aime rigoler avec eux, on aime qu'ils croient en ce qu'on fait. Donc on a beaucoup de gens qui sont engagés soit par leur mode d'alimentation, soit dans des associations, etc. Et on pense que c'est très important que nos futurs franchisés croient eux-mêmes en le concept, donc pas forcément qu'ils soient véganes, mais que quand ils viennent chez nous et qu'ils choisissent une franchise théorie, c'est notamment pour l'impact et que par ça, ils vont de base faire attention et bien prendre nos consignes, mais de toute façon, ils seront évalués. Bonjour et merci pour cette présentation. En termes d'impact, quels sont les critères que vous allez mesurer? En termes d'impact, quels sont les... Je pense que alors, si vous parlez d'impact environnementaux, je suppose, ça va être le critère le plus simple, c'est le nombre de repas envoyés chaque année, puisqu'on peut considérer que un repas consommé chez nous, c'est un repas non carné, 100% végétal, et que du coup, ça réduit de base les émissions d'effet de serre par rapport à un repas. Et la consommation d'eau aussi. Oui, gaz à effet de serre, eau, bien sûr, et nombre de terres cultivées. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre en compte. Et donc, un repas qui est consommé chez nous, par rapport à un repas, bien sûr, qui est consommé dans un autre restaurant, c'est une réduction de l'impact de la personne. Je ne sais pas si c'était ça la question. N'hésitez pas à nous dire si on a mal répondu, parce que on n'est pas certain d'avoir bien compris la question de base. Vous en avez peut-être déjà parlé au début du live, mais est-ce que le changement de Burger Theory à Théorie porte ses fruits pour vous détacher de l'image du restaurant de burger classique? Alors, je vais répondre oui et non.
Alors oui, complètement. Sur notre restaurant de Levallois, il y a 0 problème. On n'est plus du tout considéré comme Burger Theory, mais vraiment comme Theory. Après, historiquement, comme on a été pendant 4 ans Burger Theory à Paris, forcément, on a une vente de burgers qui reste conséquente à Paris, même si les gens se sont quand même bien habitués au fait qu'on avait changé. Mais on sait que Burger Theory de Paris restera Burger Theory dans la tête des gens, mais ça ne sera pas le cas sur les autres enseignes, puisqu'on voit bien qu'à Levallois, c'est les ventes sont pas identiques, le burger reste, reste en faveur, mais moi j'ai un bon exemple. Bon, depuis qu'on a ouvert à Levallois, en gros 30 à 40%, ça dépend des périodes de l'année aussi, mais 30 à 40% des ventes ne sont pas du burger, mais sont plutôt des bowls. Et depuis qu'on a lancé les açaïs, on a encore plus de personnes qui rentrent. Rien que ce midi, on a une dizaine de personnes qui sont rentrées pour les açaïs. Et ça montre que clairement, aujourd'hui, on est, en tout cas sur l'emplacement de Levallois, on n'est pas un restaurant de burger, mais on est un restaurant d'une offre un peu innovante. Donc voilà. Donc la question suivante, on voit que ça a été répondu. Oui, c'était par rapport aux chiffres. Je crois que j'ai vu passer la question. Je la vois plus, la question. Si, elle est là. Il y aura tout. Ah oui. Bah, je peux monter du coup. Ouais, top. L'animation de la communauté. Comment prévoyez-vous l'animation de la communauté des investisseurs LITA après la levée de fonds? Alors, nous, ce qu'on a réfléchi pour l'instant, ça serait des invitations au testing, par exemple, quand on est en train de faire, ça serait bien sûr pas forcément tous d'un coup, mais des invitations en tout cas pour venir tester les nouveaux produits, parce qu'on fait des plats temporaires assez régulièrement. Ça serait sans doute des newsletters spécifiques pour la communauté. Alors, je ne dis pas mensuellement, mais sans doute trimestriellement, pour parler et des nouveautés, et des résultats, et de tout ce qui se passe autour des restaurants. Voilà. Je ne sais pas si pareil, ça répond totalement à la question. Pouvez-vous revenir rapidement sur votre gestion des stocks non consommés dans une dynamique la plus anti-gaspi possible? Quelle suite pour votre croissance structurelle? Alors, il faut savoir, bon, on n'a pas, le label n'existait plus, mais on est labellisé anti-gaspi. Parce qu'en fait, on a une gestion au cordeau, on va dire, de nos stocks. En fait, il faut savoir mis à part les loupés, c'est-à-dire un burger qui surcuit ou des choses comme ça, parce que ça, on ne va pas se mentir, on en a tout le temps. On n'a pas de gaspillage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trop plein, parce déjà, il faut savoir que nos équipes cuisine font tous les jours les préparations, donc ça nous permet d'avoir un bon roulement, et surtout, on a conçu une carte qui nous permet de réutiliser nos... Pardon, il y a notre petite fille qui va être avec nous. On est 3. Donc je disais, qui nous permet en fait d'utiliser les différents ingrédients dans différents plats et du coup d'éviter le gaspillage. En fait, et une recette qui ne fonctionne pas et où on voit qu'on a beaucoup de gaspillage dessus, ça arrivait plein de fois sur des plats, en fait on la supprime et on la remplace par autre chose. Ça a été le cas, on a lancé une carte en mars, début mai, on s'est dit non mais en fait ce burger il est très bon, mais en fait on a 2 produits spécifiques pour ce burger et il part pas assez, du coup on jette, on l'a retiré de la carte. En fait, on analyse tout le temps, bien sûr, le succès du plat, mais VS, ce que ça demande en préparation en plus, et ce que ça demande en termes de gaspillage et d'achat. Donc ça, on fait vraiment très attention, et puis on est toujours, ça c'est ma partie, mais je travaille pas mal de recettes anti-gaspi, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, un de nos best-sellers sur nos extras, c'est une recette anti-gaspi. En fait, on fait des steaks avec du soja, j'avais des morceaux de soja qui me restaient, ça me torturait l'esprit de devoir jeter ça à chaque fois. Et en fait, on a fait une recette qui s'appelle aujourd'hui les buffalo.
Et ça fonctionne du tonnerre. Donc, on a évité je ne sais pas combien de kilos de soja qui partaient à la poubelle sinon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, me tient beaucoup à cœur. Et puis, on est sur les plateformes, bien sûr, quand on a des petits loupés, notamment, ça nous arrive des fois sur des cookies un peu trop cuits ou des choses comme ça. On est sur les plateformes Karma et Phoenix et on les met et ça part. Mince, j'ai oublié la deuxième partie. Quelle suite pour votre croissance structurelle? On espère que ça va continuer de croître chaque année. Normalement, de ce que je comprends de la question, mais avec les chiffres qui sont les prévisions de plus 30% sur les marchés vegan, sur le flexitarisme qui prend de plus en plus de place, on devrait croître aussi naturellement. Alors nous, on a été prudents, faut savoir, sur toutes nos prévisions. On a préféré se baser sur une croissance petite mais réalisable. Et juste, si jamais la question de la croissance structurelle concernait l'augmentation de pertes et d'invendus, alors, tu as bien parlé de Too Good To Go, enfin Phoenix et tout ça. Ouais. Alors nous, les 4 premières années d'activité, on a connu une croissance de 37% en moyenne, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas pour autant qu'on a vu une augmentation une augmentation drastique de nos pertes et donc ce qui aurait pu induire, mais ce qui n'a pas induit du coup un gaspillage important. On a réussi à maintenir un taux de gaspillage par toutes ces actions-là qui reste très bon. Voilà, et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait peur pour la suite. Évidemment, si le gaspillage tend à augmenter pour une raison ou pour une autre, parce qu'on est en croissance, enfin tend à augmenter plus que notre rythme de croissance, évidemment, on réfléchira à des actions en conséquence. Okay. Je sais. Oui, mais c'est ce que j'avais éteint avant. Okay. Quelle est votre pédagogie de clientèle face au doute de certains sur les apports nutritionnels du végétarien? Alors ça déjà, on essaye de communiquer là-dessus sur nos réseaux. Alors on ne bombarde pas là-dessus parce que ce n'est pas forcément la plus grosse question qui revient. Mais on essaye régulièrement de faire des petits tips, en tout cas, sur les apports nutritionnels. Et quand on a des questions des clients, en fait, on vient leur expliquer tout simplement. La grosse question, de toute façon, c'est sur les protéines. Et là, on vient leur expliquer que les protéines qu'on a dans nos burgers et dans nos bowls sont aussi protéinées, voire plus pour certains, que les steaks traditionnels. Et généralement, ils sont convaincus après avoir mangé, puisque nos burgers tiennent bien encore. C'est souvent la peur aussi qui en découle, c'est d'avoir faim après avoir mangé chez nous. Ça n'arrive pas. Et du coup, c'est rare qu'on ait des gens qui soient, on va dire, trop frileux là-dessus. En fait, la personne qui de toute façon fait la démarche de rentrer chez nous, elle a envie d'apprendre, elle a envie de connaître, donc elle est ouverte par rapport à ça. Et on est en train de discuter avec une équipe de sport pour justement mettre en avant qu'on peut être et sportif et végétarien ou végétalien. Ouais. Juste, j'ai vu que quelqu'un rebondit sur une question dans le chat. Pour le coup, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on doit passer aussi en revue le chat ou Non, en fait, Serge apportait un complément sur sa question sur les suites pour votre croissance structurelle. Il disait juste qu'il parlait surtout du suivi de la démarche anti-gaspi. Ok, d'accord. Donc, du coup, juste pour compléter, là, on est en train de voir avec notre directeur de restaurant de Paris pour mettre en place des feuilles de ce qu'ils jettent. Donc, de peser à chaque fois qu'ils jettent quelque chose pour voir effectivement quel est le gaspillage qui est fait
par les équipes. Attention, c'est pas pour les fliquer, c'est juste pour se rendre compte de C'est ce qui est juste pour jeté. mesurer au mieux, produire Et surtout pour leur faire au mieux. comprendre aussi, parce que c'est bête, hein, mais des fois, ils jettent peut-être une frite qui est un peu trop vieille ou des choses comme ça. Et il faut qu'ils le jettent parce qu'on ne va pas servir quelque chose qui n'est pas de qualité. Mais c'est pour qu'ils se rendent compte de l'impact que ça peut avoir à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Bah attention, ce mois-ci, vous avez gâché, je ne sais pas, 200 kilos de frites. Qu'ils puissent en fait se dire, à chaque fois que j'ai fait cuire un peu trop de frites, en fait, à la fin, ça a mené qu'on a acheté 200 kilos de pommes de terre. Bon, voilà. Alors, je crois que Serge est encore en train de taper pour ces éléments. Ok, parfait, nickel. Et ben, ravi si c'est clair. On va revenir aux questions. Du coup, comment prévoyez-vous vos marges et le succès de vos restaurants sur des villes plus petites que Paris où la taille du marché sera moindre? Alors, on a étudié les villes où on souhaite s'implanter pour que, alors selon plein de critères, disons le niveau de vie des habitants, on le disait tout à l'heure, le maillage, en tout cas l'importance de l'offre végétale dans chaque ville vis-à-vis de la population de la ville, mais aussi de l'agglomération, puisque comme on est un lieu de on est une restauration, on est devenu une restauration de passage avec le restaurant de Levallois, mais historiquement, on est quand même une restauration de destination. On sait que les gens vont se déplacer pour venir nous voir et manger chez nous. En fait, on a pris de nombreux critères pour voir quels étaient les lieux d'implantation les plus propices à notre développement. Et Julia l'a un peu dit tout à l'heure, mais on est resté pour l'instant prudent dans notre réflexion, puisque sur la vingtaine de restaurants sur lesquels on souhaite s'implanter, sur la vingtaine de villes dans lesquelles on souhaite s'implanter, il y en a une grosse quinzaine réparties en France, avec plusieurs restaurants à Paris, mais dans des villes qui restent d'importance très notable. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, et on vise des villes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de très grosse importance en dehors de France, mais qui restent à côté pour pouvoir justement maîtriser, pour pouvoir conserver une maîtrise opérationnelle contrôlable à un jour de distance, quoi. Avez-vous pensé à des acteurs comme Écotable pour vous accompagner sur votre démarche environnementale et sociale? Alors, on est accompagné par FIG, qui est un peu le concurrent de Écotable, et on est labellisé FIG. En toute honnêteté, Écotable, on s'est renseigné, c'est alors, il faut savoir que moi, historiquement, c'est mes études, la démarche environnementale. Hein, j'ai commencé à travailler là-dedans. Je faisais des études d'impact environnemental sur des projets de transport et sur des bâtiments. Donc, j'ai quand même une bonne vision de l'impact aujourd'hui que peut avoir nos restaurants. Et voilà, j'ai calculé, j'ai fait des bilans carbone pour le Grand Paris, notamment, pour la petite anecdote. Écotable, donc on s'était renseigné, c'est un coût qui aujourd'hui, pour nous, je ne trouve pas ça forcément très pertinent. Après, pourquoi pas à l'avenir, c'est pas quelque chose sur lequel je dis non du tout. J'avoue, quelques interrogations face à Écotable sur leur façon de noter, puisque je trouve que sur les restaurants qui sont aujourd'hui notés, je ne serais pas d'accord sur les voilà. Donc, j'avoue que je suis un petit peu sceptique sur Écotable, mais je serais complètement ouverte pour discuter avec eux, parce que justement, je ne comprends pas leur façon de noter certains restaurants. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la question. Je vois qu'il y a Nickel. Arthur. Voilà, Arthur est en train de remarquer sur le chat. J'attends. Ah bon, ok. Je pense qu'Arthur était investisseur de leur levée il y a quelques années sur l'Italie.
J'espère qu'il n'est pas déçu du coup de son investissement, mais Non, mais franchement, Ça a l'air de marcher. non, donc, ça marche bien. Et franchement, ils sont super gentils. oui. J'ai déjà discuté avec eux, mais voilà, moi personnellement. Non, mais c'était intéressant aussi comme réponse. C'est chouette d'avoir aussi voilà, des avis structurés et chouette que tu restes quand même ouverte à la discussion. Non, mais bien sûr, parce qu'en fait, comprendre. ils accompagnent beaucoup de. Je sais qu'on Oui. a travaillé sur des festivals, ils accompagnent des festivals, etc. Ouais. Et je sais qu'ils sont plein de bons conseils. C'est juste que moi, leur façon de noter à la fin les restaurants, je suis un peu, voilà. On va dire en quête de réponse. De plus d'éléments. D'informations, ouais. Et ben écoutez, bravo pour cet exercice à 3. À 3. Votre petite est quand même Très calme. docile, très Ouais. calme. Écoutez, pour ceux qui sont encore là, merci d'être toujours là et de suivre. Pour ceux qui ont raté un peu du début ou des bouts de la présentation, un replay sera disponible dès demain. Et puis n'hésitez pas, hein, il nous reste encore quelques minutes. Si jamais vous avez encore quelques questions pour Tom et Julia, c'est le moment. Peut-être pour animer un petit peu le temps que les questions reprennent. Du coup, sur le calendrier, ça fait déjà quelques temps qu'on est en pré-collecte. On est en train de tout structurer pour pouvoir préparer l'ouverture des souscriptions dans les meilleures conditions. Vous allez recevoir notamment bientôt un dossier d'investissement complet. J'ai vu qu'il y avait une question qui portait sur l'accès au compte et aux exercices passés. Du coup, voilà, il y a un dossier d'investissement complet d'une 30aine de pages qui va bientôt arriver, qui va être le résumé de toute l'analyse qui a été faite, donc financière, mais aussi extra-financière par notre analyste en charge. Et donc, si vous avez marqué un intérêt, donc demandez un dossier ou enregistrer une intention d'investissement, vous recevrez ce dossier complet dans quelques jours. Donc, n'hésitez pas à marquer votre intérêt si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on se porte disponible pour répondre à toutes vos questions ou à vous accompagner s'il y a quoi que ce soit, à la fois par mail, par rendez-vous Calendly, sur la page de la levée de fonds directement dans l'onglet questions-réponses. Et puis voilà, on espère que l'objectif sera atteint pour voir Théorie partout en France, mais aussi bientôt à l'international aussi, on l'espère. On espère. On espère. On va tout faire pour. Et en plus, vous avez de la main-d'œuvre très jeune aussi qui Voilà, arrive. à la fin, on déjà au burger, quoi. Donc, je sais pas si on la voit là, j'essaie qu'on la voit pas trop, mais. Non, on la voit pas. Elle est catchée. Elle reste encore dans l'anonymat. Mais la première est déjà sur nos réseaux. Hein. Ah, l'égérie. C'est ça. Bah oui. Eh ben, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout des questions, hein, sauf s'il y en a une petite dernière. Merci à tous les deux, et tous les trois même. Merci à tout le monde et à toute l'équipe de l'ITA. Avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour la collecte. Très bonne soirée à tous et à toutes. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt.